Elle a construit un manoir tellement silencieux que personne n'osait respirer à l'intérieur, jusqu'à ce qu'un père célibataire enfreigne les règles et change tout. « Vous rentrez tôt, madame. » La voix de l'homme venait du fond de la cuisine, hésitante, calme, et empreinte d'une tension qui montrait qu'il savait déjà qu'il avait des ennuis. Claire Moreau ne répondit pas. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de sa cuisine, ses talons encore mouillés, la neige crissant sur le sol en marbre poli. Le manoir était censé être silencieux. Il avait été conçu pour être aussi silencieux qu'une exposition dans un musée. Rien n'était jamais déplacé, rien n'était jamais trop bruyant. Mais ce soir-là, la lumière de la cuisine était allumée. Une casserole bouillonnait et, quelque part dans cette douce lueur, un bébé pleurait. Elle ne bougea pas, ne cligna pas des yeux, se contenta de regarder. L'horloge murale indiquait 21h47. Elle ne devait rentrer chez elle que dans 3 jours. Personne n'aurait dû être là. Personne n'avait la permission d'être là. Et encore moins dans cette situation. Debout dans la lueur dorée devant la cuisinière, se tenait un homme d'une trentaine d'années, aux cheveux bruns tombant sur ses yeux fatigués. Il portait un uniforme de nettoyage froissé et un tablier noué à la va-vite autour de la taille. Attaché à sa poitrine dans une écharpe en tissu gris, 2 bébés aux cheveux clairs se tortillaient, reniflaient et s'accrochaient à lui comme s'il était le seul point d'ancrage qui leur restait. La voix de Claire était froide et tranchante, comme une lame de rasoir. Je ne me souviens pas avoir donné la permission d'allumer les lumières et je ne me souviens certainement pas avoir engagé un père célibataire comme baby-sitter. L'homme se figea, une main sur une cuillère en bois, l'autre serrant instinctivement l'écharpe. « Je peux vous expliquer, dit-il. Ce ne sont pas les miens. Enfin si, mais pas vraiment. Ce sont mes nièces. Leur mère, elle. » Il cessa d'essayer de rassembler ses pensées, qui n'avaient manifestement pas trouvé le repos depuis des jours. Claire haussa un sourcil. Son manteau de créateur était toujours boutonné, ses boucles d'oreilles en diamant reflétaient la lumière chaude de la cuisine, mais son expression n'avait rien de chaleureux. « Et vous avez pensé que ma maison était une crèche appropriée parce que… » « Non, dit-il rapidement, je n'ai pas pensé ça. Je n'avais pas prévu ça. Je n'avais simplement pas le choix. Ma mère a glissé la semaine dernière et s'est blessée au dos. C'est elle qui s'occupe habituellement d'elle. Et je n'ai trouvé personne d'autre. Juste pour quelques nuits. Je nettoie après les heures de travail. Personne ne me voit. Vous avez amené 2 bébés dans une résidence privée sans autorisation, sans examen médical, alors que vous êtes payé pour nettoyer. Vous comprenez le nombre de niveaux de responsabilité que vous avez franchis ? Il grimaça. Oui, je comprends, je le jure. Mais je ne pouvais pas les laisser seules. Elles n'ont personne d'autre. Leur père est parti. Ma sœur, sa voix s'est brisée. Elle n'a pas survécu à l'accouchement. Les doigts de Claire se sont crispés sur la bandoulière de son sac à main. Julien Alvarez. C'était le nom dont elle se souvenait sur la liste des employés temporaires. Bonne référence, casier vierge, discret, fiable. Et maintenant, il se tenait dans sa cuisine, berçant 2 enfants sans mère pour les endormir, comme si cet endroit était un refuge plutôt qu'une propriété de 36 millions de dollars. Elle traversa la pièce et attrapa le téléphone fixe accroché au mur. « J'appelle la sécurité. Vous allez quitter les lieux immédiatement. » Julien ne dit rien. Il ne supplia pas. Il ajusta simplement l'écharpe, serrant les bébés contre lui, les épaules recroquevillées. Il n'y avait aucune fierté dans son attitude, juste la volonté de survivre. Puis, depuis l'escalier derrière eux, une voix retentit. « S'il vous plaît, ne les appelez pas. » Claire se retourna. Une petite fille se tenait pieds nus sur la 3e marche. Son pyjama avait des manches trop courtes et elle tenait un ours en peluche déchiré auquel il manquait un œil. Les cheveux en bataille, les yeux écarquillés. « S'il vous plaît, ne nous faites pas partir, » murmura la fillette. « Si vous renvoyez papa, où sommes-nous censés dormir ?» Claire cligna des yeux. Pour la première fois de la nuit, quelque chose bougea dans sa poitrine. « Et qui es-tu »« Je m'appelle Lina, » dit la petite fille. « J'ai 6 ans et demi. Je suis sa fille. » Elle descendit une marche, puis une autre, courageuse mais tremblante. « Papa n'a rien volé. Il nettoie juste les sols. Mais je n'aime pas quand il nettoie tout seul. » Le silence envahit la pièce. Le seul bruit était celui de la casserole qui bouillonnait doucement derrière Julien. L'un des bébés gémit. Claire fixa l'enfant sans méchanceté, sans même le juger, juste avec un regard indéchiffrable, profond et lointain. Julien finit par parler à voix basse. « Si vous voulez que je fasse mes valises et que je parte, je le ferai. Je ne discuterai pas, mais s'il te plaît, laisse-les dormir une nuit de plus à la lumière. »
Claire leva les yeux. Ces mots, dans la lumière, résonnèrent. Non pas parce qu'ils étaient dramatiques, mais parce qu'ils étaient honnêtes, fatigués, désespérés, humains. Elle se dirigea vers l'îlot de cuisine, sortit une carte clé de la poche de son manteau et la posa sur le comptoir. Puis, se tournant vers lui sans expression, elle dit « Vous avez 24 heures et ne laisse pas cette cuisine se salir. » Julien acquiesça. Pas de sourire, pas de soulagement, juste un silence stupéfait. Claire sortit dans le couloir. Ses talons résonnaient faiblement tandis qu'elle marchait. Mais à mi-chemin, elle s'arrêta. Elle tourna la tête un instant et vit Lina grimper sur un tabouret de cuisine, glissant un bol vers l'un des bébés en fredonnant doucement. Et dans cette lumière douce et imparfaite, pour la première fois depuis des années, sa cuisine n'était pas vide. Elle respirait. Le lendemain matin arriva tranquillement. Le soleil matinal de Lyon filtrait à travers les fenêtres givrées, dessinant de longues traînées dorées sur le sol de l'aile est du domaine Moreau. La maison était calme aussi, calme comme si elle retenait son souffle. Dans la cuisine, Julien se tenait pieds nus sur le carrelage froid, versant soigneusement de la purée de banane dans 2 petits bols. Les jumeaux étaient enfin rendormis, emmaillotés dans des couvertures de fortune sur le canapé, près du coin repas de la cuisine. Lina était assise à côté d'eux, lisant à voix basse un livre d'images qu'elle connaissait déjà par cœur. Les mains de Julien tremblaient tandis qu'il remuait la bouillie. Il n'avait pas dormi, pas vraiment. Son dos lui faisait mal après avoir passé la nuit par terre, et ses nerfs étaient à vif depuis que Claire Moreau s'était retournée et était partie, lui laissant 24 heures de répit. 24 heures, c'était tout. Ce n'était pas de la miséricorde, c'était un compte à rebours, et il n'avait pas de plan de secours. « N'oublie pas de réchauffer les biberons », murmura Lina à son père, comme si les bébés pouvaient se réveiller rien qu'au son de sa voix. Elle a toujours été comme ça, plus consciente qu'une enfant de 6 ans ne devrait l'être, toujours prête à aider, toujours en train de le surveiller de trop près. « Je n'oublierai pas », dit-il en esquissant un sourire. « Merci. » Elle hocha solennellement la tête et tourna une autre page. Julien s'appuya contre le comptoir, fixant la machine à café industriel. Il ne savait pas comment l'utiliser. Il avait nettoyé des dizaines de sols en marbre et de maisons comme celle-ci, nettoyé des toilettes plus grandes que son ancienne cuisine. Mais rien ne l'avait préparé à se retrouver ici, dans cette situation. Il n'avait pas voulu amener les jumeaux ici. Il n'avait rien voulu de tout ça. Tout avait commencé 5 jours plus tôt. Sophie, sa petite sœur, avait accouché seule. Julien l'avait conduite lui-même à l'hôpital, lui tenant la main, faisant des blagues stupides dans l'ascenseur. Elle l'avait qualifiée de héros. Elle était morte 36 heures plus tard. Perte de sang, complications. Julien se souvenait être resté debout devant l'unité néonatale de soins intensifs, les mains engourdies, un bloc-notes rempli de papier qu'il ne pouvait pas lire à travers le voile qui lui brouillait la vue. Les bébés, Héloïse et Mathéo, étaient si petits, trop petits et si calmes, comme s'ils savaient déjà que le monde n'avait pas de place pour eux. Leur père n'était pas venu. Pas d'appel, pas de message, juste parti. Et leur grand-mère, la mère de Julien, s'était effondrée d'épuisement 2 jours plus tard, glissant sur le sol mouillé de la cuisine de son appartement. Elle s'était cassé la hanche, sa guérison était incertaine, les soins hors de prix. Julien n'avait plus de frères et sœurs, plus d'économie, plus d'avocats, plus de temps. Il fit donc la seule chose qui lui vint à l'esprit. Il les emmena dans le seul endroit qui lui restait, le seul endroit auquel il avait encore accès, même si cela signifiait enfreindre toutes les règles, le manoir de Claire Moreau. À présent, moins de 10 heures après avoir obtenu ce répit temporaire, Julien savait que cela ne durerait pas. Cela ne pouvait pas durer. Il n'avait pas sa place ici, ni lui, ni Lina, ni jumeaux. Ce monde, ces couloirs froids, les robinets automatiques, les lustres silencieux, tout ça n'était pas fait pour des gens comme eux, c'était fait pour des gens comme elle, Claire Moreau. Et puis, comme si cette pensée l'avait invoquée, elle est apparue. Pas de bruit de pas, pas d'avertissement, juste le clic d'une porte et un changement soudain dans l'air, comme si la température avait baissé d'1 degré. Claire entra dans la cuisine, sa silhouette nette éclairée par la lumière du couloir. Elle n'était pas habillée comme la veille. Pas de manteau, pas de talons, juste un pantalon noir, un pull gris doux et les pieds nus. Toujours élégante, toujours posée, mais plus douce. Son regard balaya la pièce, s'attardant sur le canapé, sur les bébés, sur Lina, puis sur lui. « Bonjour », dit-elle d'un ton neutre. Julien se redressa instinctivement. « Bonjour, madame, ils ont mangé ?»« Oui, et ils sont propres. Et ils ont dormi. » Il s'éclaircit la gorge. « Ils ne pleurent que quand je les couche. »
Claire hocha la tête. J'ai remarqué. Elle passa devant lui sans un bruit, ouvrit le frigo et sortit une bouteille d'eau. C'était la première fois qu'il la voyait faire quelque chose d'aussi ordinaire. « Vous avez un plan ?» demanda-t-elle, toujours face au frigo. Julien hésita. « J'essaie. J'ai déjà appelé 3 endroits, mais sans papier et avec 2 enfants de moins d'1 an, c'est compliqué. Vous voulez dire impossible ?» Il ne répondit pas. Claire se tourna vers lui, le regard aussi perçant que jamais. Quelle est la prochaine étape, monsieur Alvarez? La façon dont elle le dit, comme si elle savait déjà qu'il n'en avait pas, lui noua l'estomac. « Je ne sais pas, admit-il. Je fais de mon mieux. » Elle croisa les bras, s'appuyant contre l'îlot en marbre. « Votre mieux a failli transformer ma cuisine en procès pour responsabilité civile. » Il déglutit. « Je comprends. »« Non, dit-elle, vous ne comprenez pas. Vous avez amené des bébés vulnérables dans la maison d'un étranger, dans ma maison. Et vous avez menti. »« Je n'ai pas menti, dit-il doucement. Je les ai cachés. C'est différent. » Claire haussa un sourcil. Il soutint son regard. « Je n'ai pas menti parce que je n'avais pas l'intention de tromper. J'essayais juste de les protéger. C'est tout. » Claire le fixa longuement. Le silence s'étira, tendu comme un souffle retenu. Puis, la voix de Lina le rompit. « Madame ?» dit-elle doucement depuis le canapé. Claire tourna la tête. Lina tenait quelque chose dans ses mains, un morceau de papier plié, froissé et taché sur les bords. Elle s'approcha et le tendit à Claire sans un mot. Claire le déplia. C'était un dessin fait au crayon sur du papier d'imprimante. Claire, avec ses cheveux noirs et son visage sévère, tenait la main de Lina. Julien se tenait à côté d'elle, les bébés dans les bras. Au-dessus d'eux, une maison carrée, bancale et souriante, rayonnait de lumière qui se déversait par les fenêtres. En dessous, de la main soignée de Lina, était écrit « C'est une maison où on ne crie pas ». Claire ne dit rien. Elle fixa le dessin, quelque chose bougeant derrière ses yeux. Une lueur, pas de tristesse, pas même de sympathie, juste un souvenir, enfoui depuis longtemps. Plus tard, après son départ, Julien s'assit à côté de Lina. Elle appuya sa tête contre son bras. « J'ai fait quelque chose de mal ?» demanda-t-elle. « Non, ma chérie, » répondit-il doucement en embrassant le sommet de sa tête. « Tu as fait quelque chose de courageux. » Elle sourit faiblement. Elle avait l'air seule. Julien ne répondit pas, car à ce moment-là, il se rendit compte que Claire Moreau reflétait exactement ce qu'il ressentait. Seule, déplacée et peut-être, juste peut-être, pas prête à l'admettre. L'air dans le bureau de Claire était vif et froid. Le genre de froid qui ne venait pas d'un courant d'air, mais d'années passées à garder toutes et tout le monde à distance. Julien se tenait juste à l'intérieur de la porte, toujours vêtu de son uniforme de nettoyage, sa chemise froissée par une autre nuit blanche. Il avait laissé jumeau avec Lina dans la cuisine, où le soleil avait enfin commencé à réchauffer le marbre. Mais ici, tout semblait tranchant, stérile et coûteux, même le silence. Claire était assise derrière un immense bureau en verre, le dos droit, les mains soigneusement jointes devant elle. Il n'y avait pas d'ordinateur portable ouvert, pas de papiers éparpillés, seulement un document imprimé posé parfaitement au centre devant elle. Un accord de licenciement et un stylo. « Fermez la porte », dit-elle sans lever les yeux. Julien obéit. La porte se referma derrière lui, avec un bruit plus fort qu'il ne l'avait prévu. Claire croisa enfin son regard. « Asseyez-vous », dit-elle. Il s'assit. Pendant un moment, elle se contenta de l'observer, non pas avec hostilité, mais avec une sorte d'observation clinique qui le fit se sentir encore plus petit qu'il ne l'était déjà. « Je veux que vous compreniez la gravité de ce que vous avez fait », commença-t-elle. « Tu as enfreint le protocole, violé les normes de sécurité résidentielle, placé des nourrissons dans un environnement non approuvé et tu as menti à ce sujet. » La voix de Julien était calme, mais douce. « Je n'ai pas menti. » Elle haussa les sourcils. « Je ne vous l'ai pas dit, mais je n'ai pas menti, » répéta-t-il. « Je ne les ai pas cachés pour moi. Je l'ai fait pour eux. » Claire expira bruyamment par le nez. Ce n'était pas tout à fait un ricanement, mais presque. « Et qu'attendez-vous exactement de moi avec cette explication ?»« Je n'attends rien, » dit Julien, « mais je vous dirai la vérité si vous me laissez faire. » Elle ne répondit pas, mais ne l'arrêta pas non plus. Il se pencha légèrement en avant, posant ses mains sur ses genoux. Sa voix, lorsqu'elle sortit, était basse et rauque. Ma sœur s'appelait Sophie. Elle avait 26 ans. Elle enseignait en CE1. Elle portait des pulls de Noël hideux en juillet et croyait que les gens étaient meilleurs qu'ils ne le sont. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle faisait en sorte que chaque dollar compte. Elle rendait la vie douce, même quand elle était dure. Il déglutit. Elle est morte en donnant naissance à Héloïse et Mathéo. Il y a eu des complications, une hémorragie interne. J'étais là. Je lui ai tenu la main jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus tenir la mienne. Claire ne bougea pas.
Ma mère a essayé d'aider. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait, mais elle est âgée maintenant et fatiguée. Et quand elle a glissé et s'est cassé la hanche la semaine dernière, je n'avais plus personne. Pas d'argent, pas de famille, pas de garde légale. J'ai appelé tous les refuges que j'ai pu trouver, mais ils ne voulaient pas prendre les 2 jumeaux. Pas sans papier. Il a fait une pause. Sa voix s'est brisée, mais il a continué. Alors, je les ai attachés à ma poitrine, j'ai mis Lina sur le siège arrière et je suis venu ici parce que c'était le seul endroit dont j'avais les clés. Et je me suis dit, juste une nuit, juste le temps de trouver une autre solution. Il la regarda dans les yeux, fatigué, mais honnête. Je n'essaie pas de gagner votre sympathie. J'ai juste besoin que tu saches que je n'ai pas semé le chaos dans ta maison. J'ai apporté une promesse. Claire tapota une fois du doigt sur le bureau. Une promesse, il acquiesça. La dernière nuit de Sophie, elle m'a demandé de les protéger. Elle m'a dit, « Julien, ne les laisse pas disparaître dans le système. Garde-les au chaud, aime-les, garde-les près de toi. » Il inspira bruyamment et je lui ai dit que je le ferais quoi qu'il arrive. Le bureau est devenu silencieux. Claire le fixait, mais quelque chose avait changé dans son regard. C'était subtil. La façon dont ses épaules s'étaient détendues, dont ses lèvres s'étaient légèrement entr'ouvertes, comme si elle voulait parler, mais qu'elle ne faisait pas confiance à sa propre voix. Finalement, elle s'est levée. Elle a marché lentement vers la grande fenêtre derrière son bureau, regardant le jardin vide en contrebas. Le givre du matin commençait à fondre. De minuscules traînées de lumière scintillaient sur les allées en pierre. Elle parla doucement, comme si elle se parlait à elle-même. Quand j'avais 5 ans, ma mère m'a laissé dans un foyer d'accueil. Elle m'a dit que c'était temporaire. Elle m'a dit qu'elle serait de retour lundi. Julien se figea. Claire ne se retourna pas. Elle n'est pas revenue avant 3 jours. 3 jours. C'est tout ce qu'il a fallu pour que le silence s'installe, pour que le froid s'insinue en toi. Les lits étaient durs, les lumières toujours trop vives. Les autres enfants ne parlaient pas, et ceux qui le faisaient avaient arrêté d'essayer après le premier jour. Julien l'observait attentivement, sans rien dire. Claire se tourna lentement vers lui. « Savez-vous ce que 3 jours dans un endroit comme celui-là font à un enfant ?»« Oui, » répondit-il simplement. « C'est pourquoi je ne pouvais pas laisser cela se reproduire. » Une autre longue pause. Puis elle retourna vers le bureau, prit le contrat de résiliation et sans un mot le déchira en 2. Le bruit du papier qui se déchirait résonna plus fort que tout autre son à ce moment-là. Claire le regarda, la voix ferme mais plus calme qu'auparavant. « 1 semaine. » Julien cligna des yeux. « Quoi ? Tu peux rester 1 semaine. Je vais prévenir la sécurité. Pas de médias, pas d'interruption. Mais je vous observerai, » dit-il en hochant lentement la tête, l'incrédulité se lisant sur son visage. « Et Julien, » ajouta-t-elle en baissant la voix, « si je vois le moindre signe que vous êtes ici pour autre chose que ces enfants, vous ne... » dit-il rapidement. « Vous ne... » Elle ne sourit pas, mais elle ne le jeta pas dehors non plus. Plus tard dans la journée, alors que Julien changeait les couches des jumeaux dans la suite d'invités, qu'ils étaient désormais autorisés à utiliser temporairement, Lina était assise à côté avec son bloc à dessin. « Papa » dit-elle d'un air pensif. « Elle est méchante ?» Il la regarda. « Qui ?»« Mademoiselle Claire. » Lina hocha la tête. Julien réfléchit un instant. « Elle est stricte et triste. Je pense que parfois, quand les gens sont vraiment tristes, ils oublient comment parler gentiment. » Lina resta silencieuse un instant. Peut-être qu'elle a juste besoin de quelqu'un à qui parler. Peut-être, dit Julien en ajustant les lingettes pour bébé. Mais tout le monde ne sait pas comment demander. Lina reprit son crayon. Moi je sais. Julien sourit. Je sais que tu sais, ma chérie. Elle se remit à colorier ses petits pieds qui se balançaient au-dessus du sol. Et dans une maison fondée sur le silence et les règles, le crayon d'une enfant griffonna doucement sur le papier, écrivant le début de quelque chose que personne n'avait prévu. Pas de la charité, pas de la pitié, mais une seconde chance. Chaque soir, la lumière de la cuisine s'allumait. Pas les grands lustres du hall d'entrée, ni les lampes design des salons, juste cette lumière chaleureuse et modeste au-dessus de l'îlot en marbre, toujours allumé par Julien. Ce n'était pas seulement pour qu'il puisse voir les saletés qu'il devait nettoyer. Ce n'était même pas pour les bébés, c'était pour Lina, car à un moment donné, cette douce lueur dorée était devenue un signal. Que cet endroit, aussi froid que puisse être le reste de la maison, avait une pièce où l'on pouvait respirer, où les rires ne résonnaient pas de manière gênante, où une enfant pouvait dessiner sur le comptoir pendant que son père passait discrètement la serpillière derrière elle. Et Claire l'avait remarqué. Elle remarquait tout. Du haut de l'escalier, Claire s'arrêtait chaque soir pour écouter.
Pendant tant d'années, sa maison avait été silencieuse, avec des portes qui se fermaient dans un léger clic, des conversations brèves et précises. Mais maintenant, elle entendait le son faible des berceuses, les crayons qui roulaient sur l'îlot, un bébé qui gazouillait, Lina qui gloussait, Julien qui fredonnait en balayant. Et le plus étrange de tout, Claire ne se détournait pas. La troisième nuit, elle s'est retrouvée à rester devant l'entrée de la cuisine plus longtemps que prévu. Lina était au comptoir, les jambes pendantes sur un tabouret haut, complètement absorbée par son carnet de croquis. Julien était agenouillé à côté d'elle, frottant une tache tenace sur le joint. Matteo était attaché sur son dos. Héloïse faisait la sieste à côté, dans un panier à linge recouvert de couverture. C'était une scène étrange, pas chaotique, pas raffinée, juste humaine. Plus tard, alors que la soupe réchauffait leurs mains et leurs ventres, jumeaux commencèrent à s'agiter. Julien prit Héloïse dans ses bras et la berça délicatement. Le bébé poussa un petit soupir et se blottit contre lui comme si elle retournait à l'endroit le plus sûr du monde. Julien se mit à fredonner doucement. Puis, presque sans s'en rendre compte, il se mit à chanter doucement des paroles en espagnol, anciennes, rondes et douces, comme des berceuses transmises par des mères qui n'arrêtaient jamais de bercer, même quand le monde s'arrêtait. Claire ne comprenait pas les mots, mais elle n'en avait pas besoin. Il y avait quelque chose dans sa voix qui faisait tout le travail à sa place. Quelque chose d'ancien, de douloureux et plein de miséricorde. Son regard se posa sur Lina, qui avait arrêté de colorier, la tête appuyée contre la table éclairée par les bougies, puis vers les bébés, puis vers Julien, et quelque part dans sa poitrine, sous tout ce marbre, ces lignes nettes et cette symétrie froide, quelque chose changea. La bougie la plus proche de la bibliothèque vacilla, projetant des ombres sur le mur du fond. Claire se leva lentement, comme tirée par quelque chose qu'elle ne comprenait pas vraiment. Elle s'approcha de l'étagère. Ses doigts effleurèrent le dos d'un registre relié en cuir, puis un album photo, et enfin, caché derrière eux, une brosse à cheveux en bois, vieille, rayée, gravée des lettres VL sur le manche. Elle ne l'avait pas vue depuis des années, ne l'avait pas touchée depuis que sa mère était partie et n'était pas revenue pendant 3 jours. Claire la prit dans ses mains. Elle était si légère maintenant, comme si elle se souvenait à peine de la main qui la tenait autrefois. Elle la retourna une fois, puis une autre, puis la rapporta à la table. Elle ne dit rien. Elle la posa simplement à côté des crayons de couleur de Lina. « Qu'est-ce que c'est » demanda Lina. « La brosse de ma mère » répondit Claire doucement. Lina cligna des yeux. « Tu l'utilises encore ?»« Non » répondit-elle. « Mais je croyais qu'il pouvait éloigner les mauvais rêves de mes cheveux si je me brossais les cheveux assez lentement. » Julien la regarda mais ne dit rien. Claire se rassit. Les lumières ne se rallumèrent pas cette nuit-là, mais personne ne le remarqua. Ils restèrent tous là, dans la douce chaleur de la lumière des bougies et de la vapeur de cannelle. Julien nettoya la marmite. Lina s'endormit sur le sol à côté des jumeaux. Claire ne bougea pas. Il n'y avait ni programme, ni stratégie, juste des gens qui respiraient ensemble. Peu après minuit, Claire se leva pour partir, mais elle s'arrêta avant de sortir de la cuisine. Se retournant, elle regarda Julien, qui avait enveloppé les bébés dans des couvertures propres et venait de les installer dans leur panier. « Tu leur as chanté une chanson, dit-elle. Ce n'est pas une question. » Julien acquiesça. « C'est ce que ma sœur faisait avant que le monde cesse d'écouter. » Bâton là, La voix de Claire n'était guère plus qu'un murmure. Peut-être était-il temps que le monde recommence. Et quand elle s'éloigna, Julien n'alluma pas d'autre lumière. Il se contenta de regarder Jumeaux, puis Lina, et murmura une fois de plus la même berceuse. Cette fois, non pas pour chasser l'obscurité, mais pour la remercier d'avoir laissé entrer quelque chose de lumineux. L'email arriva dans la boîte de réception de Claire à 6h02. L'objet était urgent, personnel non autorisé dans la résidence. 6 photos de sécurité granuleuses étaient jointes, datées et annotées. Claire Moreau était assise dans sa cuisine, en train de manger de la soupe à la lueur d'une bougie. Julien Alvarez était assis en face d'elle, tenant un enfant dans ses bras. Lina était à l'arrière-plan, en train de dessiner. 2 bébés dormaient dans des paniers recouverts de coussins provenant du salon. La dernière image était un gros plan du visage de Claire, qui souriait. Elle n'avait pas souri comme ça depuis longtemps, mais la caméra s'en fichait. Elle avait juste capturé une histoire qui ressemblait à un scandale. À 9h15, son téléphone avait sonné 4 fois. À 10h30, le conseil d'administration de la Fondation Moreau avait convoqué une réunion d'urgence. À 11h pile, Claire est entrée dans la salle de conférence principale de la tour Moreau, à 42 étages au-dessus de la ville, entourée de verre, de marbre et d'hommes en costume de créateurs qui pensaient comprendre l'héritage. Ils se sont levés quand elle est entrée, par respect ou par peur, probablement les deux.
Le président du conseil d'administration, Douglas Prescott, s'est penché en avant, les doigts entrelacés. « Claire, merci d'être venue si vite. » Claire s'est assise, calme et impénétrable. « Vous m'avez appelé. Je suis venu. » Prescott a hoché la tête. « Allons-y alors. » Il a tapoté le dossier devant lui, qu'elle a immédiatement reconnu. « Vous avez toujours mené votre barque d'une main de maître, » a-t-il dit. « Des lignes claires, une image nette, aucune fuite. Et maintenant, tout à coup, ton nom est associé à des photos divulguées de ce qui ressemble à une crèche improvisée dans ta résidence principale. » « Ce n'est pas une crèche, dit-elle d'un ton neutre. Non, il ouvrit le dossier. Parce que nous avons confirmé qu'un employé temporaire et 2 autres nourrissons, dont aucun ne figure dans tes registres d'emploi, tes dossiers médicaux ou tes habilitations de sécurité, résidant actuellement dans ta propriété. L'une des autres membres du conseil d'administration, une femme nommée Carole, vêtue d'un blazer blanc immaculé et à la voix aussi tranchante que du verre, intervint. « Claire, vous avez bâti cette fondation sur la crédibilité, sur la structure. Votre nom est synonyme de normes. Si cela venait à être divulgué, nous ne passerions pas seulement pour des gens désorganisés. On aura l'air instable. » Claire est restée immobile. « Donc, vous voulez que je le licencie ?» Prescott a cligné des yeux. « On veut que tu protèges la réputation que tu as mis 15 ans à construire. » Voilà, c'était le mot qui revenait toujours. La réputation, pas l'intégrité, pas l'humanité, pas la vérité. Juste la fine couche fragile qui enveloppait tout ça et se brisait dès que quelqu'un respirait trop fort. De retour au domaine, Julien était à genoux, en train de réparer une charnière défectueuse sur la porte du placard de la chambre d'enfant. Lina était assise derrière lui, apprenant à Héloïse à empiler des blocs, même si le bébé était bien plus intéressé par les mâchouiller. Il ne savait pas que quelque chose avait changé. Pas avant que la voiture noire de Claire ne s'arrête et qu'elle n'en sorte en silence, sans l'attitude détendue de la femme qui avait chanté à la lueur des bougies 2 nuits auparavant. Mais avec la détermination de Claire Moreau, PDG, Julien la rencontra dans le hall d'entrée. « Salut !» dit-il en se tenant droit. « Tu es de retour tôt ?» Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle lui tendit une enveloppe manille contenant un avis de licenciement officiel signé et daté. Avec effet immédiat. Julien lut la première ligne, puis leva les yeux. Sa voix se brisa. « Je pensais avoir 1 semaine. » « C'était le cas, » dit-elle sans méchanceté. « Mais pas le conseil d'administration. » Lina apparut dans le couloir, le visage pâle. « Mademoiselle vive. » Claire ne la regarda pas. Julien serra les mâchoires. « Vous auriez pu nous défendre. »« Je l'ai fait, » répondit-elle. « C'est moi qui ai perdu. » Une longue pause. Puis il demanda plus doucement. « Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant ?» Elle le regarda et pendant une fraction de seconde, elle faillit craquer. Mais elle ne broncha pas. « Ce n'est pas ma responsabilité, » dit-elle. 20 minutes plus tard, Julien rangea tout ce qu'il pouvait dans 2 sacs de voyage. Des couches, du lait en poudre, quelques biberons, le dessin plié que Lina avait fait, la brosse en bois. Il les ferma sans un mot. Lina pleurait doucement dans un coin, Mathéo dans les bras, tandis que Julien installait Héloïse dans le porte-bébé. Claire observait depuis le palier. Personne ne lui avait demandé de descendre. Personne ne l'avait empêché de rester là, et lorsque la porte d'entrée se referma dans un bruit sourd, elle se retrouva à nouveau seule, avec pour seule compagnie le tic-tac de l'horloge comtoise et le bruit de quelque chose de bon qui quittait la maison, comme la chaleur s'échappant par une fenêtre cassée. Cette nuit-là, Claire se tenait dans la cuisine, les yeux fixés sur la seule lampe au-dessus de l'îlot. Elle était toujours allumée, mais la pièce semblait plus sombre que jamais. Elle l'éteignit et s'éloigna. À l'arrière d'un bus urbain, Julien était assis, Héloïse endormie contre sa poitrine, Mathéo sur ses genoux et Lina blottie à ses côtés. Elle posa sa tête sur son épaule. « Papa ?»« Oui, ma puce. » Sa voix n'était qu'un murmure. « On a des problèmes ?» Julien ferma les yeux. « Non, on est juste entre 2 endroits, comme dans un couloir. » Il sourit faiblement. « Oui, comme dans un couloir. » Lina hocha la tête. « D'accord, ça ne me dérange pas les couloirs. Ils ont des portes. » Il ravala la boule qu'il avait dans la gorge et regarda les rues de Lyon, se demandant où pourrait se trouver la prochaine porte. La réceptionniste du refuge municipal leva les yeux, l'air fatigué. « Nous sommes complets. » Julien se tenait de l'autre côté du plexiglas rayé, Mathéo sur l'épaule, Héloïse enveloppée dans 2 fines couvertures, et Lina par la main. « Je n'ai pas besoin de lit, » dit-il calmement, « juste un endroit sûr pour les enfants pour une nuit. » La femme soupira. « Monsieur, je comprends, mais nous ne pouvons pas accueillir des nourrissons sans preuve de tutelle. C'est la politique de l'État. » Julien acquiesça, les yeux lourds. « J'ai les formulaires de l'hôpital. Ils ne suffisent pas. » Silence.
Lina serra son manteau plus fort. Elle ne posait plus de questions. À la tombée de la nuit, la température était descendue en dessous de zéro. Julien trouva une gare routière fermée en centre-ville avec un chauffage qui fonctionnait à moitié et un banc assez long pour les asseoir tous. Il allongea Lina délicatement dessus, utilisant sa veste comme oreiller de fortune. Héloïse et Mathéo dormaient dans une écharpe double en travers de sa poitrine. Ses bras tremblaient à force de les tenir, mais il n'osait pas bouger. Il s'assit bien droit, les yeux ouverts, surveillant la porte, à l'affût du moindre bruit, priant pour gagner du temps. Dehors, la neige continuait de tomber, silencieuse, impitoyable et sans excuse. « Papa » murmura Lina. Julien se retourna. « C'est ici qu'on vit maintenant ?»« Non » répondit-il doucement. « C'est juste un endroit où on attend, comme le couloir. »« Oui » dit-il en souriant faiblement. « Comme le couloir ? Une pause. Les couloirs ont-ils des noms ?» Il regarda le numéro effacé au-dessus de la porte de service. « Abri 17. »« Maintenant, oui, » dit-il. « Celui-ci s'appelle Espoir. » Lina ferma les yeux. « J'aime bien ça. » Vers 2 heures du matin, le petit corps de Lina se mit à trembler. D'abord ses doigts, puis sa respiration. Julien déroula son écharpe. Son front était brûlant. Il pressa sa joue contre la sienne. De la fièvre, qui montait rapidement. Il regarda le bébé, qui dormait toujours, inconscient, puis se tourna vers Lina, qui transpirait malgré le froid. Il prit son téléphone. Batterie à 4%. Pas de réseau. Il fixa l'écran, puis rangea lentement son téléphone. Il n'y avait plus personne à appeler. Pas de contact d'urgence, pas de sœur, pas de plan de secours. Plus maintenant. Il fit donc la seule chose qu'il savait faire. Il la serra contre lui, la berça doucement et se mit à fredonner la berceuse que sa mère lui chantait quand les orages l'empêchaient de dormir la nuit. Les frissons de Lina ralentirent, mais ne cessèrent pas. Sur le trottoir, des phares éclaboussaient le verre givré du terminal. Une voiture noire, puis un claquement de porte. Julien ne leva pas les yeux. Il ne croyait plus au miracle. Des pas résonnèrent dans le couloir vide. Rapides, nets, déterminés. La porte vitrée s'ouvrit en grinçant et un vent glacial s'engouffra dans le couloir. Il se retourna lentement. Claire Moreau se tenait là, trempée, son manteau de neige ouvert, les cheveux emmêlés par le vent, les yeux vitreux et rouges. Elle ne parla pas tout de suite, se contentant de rester là à les regarder tous les quatre. L'homme qui n'avait jamais rien demandé, la fille brûlant dans ses bras, les bébés dormant dans une chaleur empruntée. Quelque chose en elle se brisa, quelque chose qu'elle avait enfoui pendant des années, une vérité qu'elle avait passé toute sa vie à fuir. « Je suis revenue », dit-elle. Julien cligna des yeux, ne sachant pas s'il rêvait. « Quand je suis revenue », répéta-t-elle, la voix brisée, parce que la maison ne ressemblait plus à un foyer après ton départ. Elle s'avança, s'agenouilla sur le sol carrelé froid et ouvrit les bras. « Rentre à la maison !» 20 minutes plus tard, la voiture noire glissait dans les rues, les vitres embuées, l'air chaud soufflant à l'intérieur. Claire était assise avec Lina, blottie sur ses genoux, la serrant comme une mère serre un enfant qui a trop vu du monde. Une infirmière attendait à la maison. En moins d'1 heure, la fièvre de Lina était tombée. Julien se tenait près de la porte, observant en silence. Claire s'approcha. Elle posa doucement sa main sur son bras. « Elle est en sécurité », dit-elle. Il n'a pas répondu. Il ne pouvait pas. Alors, elle prononça les mots pour eux deux. « Je ne t'ai pas laissé là-bas parce que je m'en fichais. Je t'ai quitté parce que j'avais peur que m'attacher à toi me rende à nouveau faible. Oh, tu n'es pas faible, dit Julien doucement. Elle le regarda. Non, mais j'ai été seule pendant si longtemps. J'ai oublié la différence. Cette nuit-là, la maison ne ressemblait plus à un musée. Les lumières brillaient, les pièces respiraient. La cuisine sentait le lait chaud et la cannelle. Lina dormait dans la chambre d'amis. Des draps neufs, des chaussettes propres, son carnet de croquis à côté de son oreiller. Jumeau ronflait doucement dans la chambre d'enfant. Et en bas, dans la même cuisine où tout avait commencé, Julien et Claire étaient assis sans titre. Pas de PDG, pas de concierge, juste 2 personnes qui avaient autrefois cru que l'amour était un luxe qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Julien regarda la pièce en silence pendant un moment, puis dit avec un demi-sourire « C'est la première fois depuis des mois que je n'entends rien et que je me sens en sécurité. » Claire lui rendit son sourire. « C'est la première fois depuis des années que j'entends le silence sans me sentir seule. » Claire Moreau se tenait pieds nus dans la cuisine. Le sol était chaud. La lumière au-dessus de la cuisinière brillait d'une lueur dorée, douce et familière.
Elle ouvrit le placard et en sortit un biberon de lait en poudre. Pas de personnel, pas d'aide, juste elle. Derrière elle, Julien allongea doucement Lina sur le canapé, sa respiration fiévreuse désormais plus lente, plus régulière. « Je crois que ça passe », murmura-t-il. Claire acquiesça. L'infirmière lui avait donné un médicament léger. Elle a juste besoin de repos maintenant. Elle se retourna pour réchauffer le biberon dans une casserole d'eau frémissante. Ses manches remontaient sur ses mains, qui tremblaient légèrement. « Tu fais toujours comme ça ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. « Pas de micro-ondes, pas de raccourcis. J'ai été élevée dans la conviction que la nourriture et l'amour ne doivent pas venir trop vite. » Claire sourit faiblement. « Ça explique ta soupe. » Plus tard, alors que les 3 enfants dormaient dans la chambre nouvellement préparée, Julien sortit sur le balcon, le vent hivernal lui caressant le visage. Claire le rejoignit. Elle portait un cardigan bleu marine délavé sur son chemisier en soie. Ses cheveux étaient détachés, et sa voix, lorsqu'elle prit enfin la parole, était dépourvue de toute armure. « Tu m'as demandé une fois, » dit-elle, « si je m'étais déjà sentie abandonnée. » Il ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin qu'il le fasse. J'avais 5 ans. Ma mère a fait une overdose dans la chambre à coucher à l'étage de l'appartement d'un inconnu. Je ne me souviens pas de son visage, juste de l'odeur de la moquette et du bruit des sirènes. Julien se tourna légèrement, la poitrine serrée. J'ai attendu 3 jours au centre d'accueil. Elle continua, les yeux fixés sur les lumières de la ville. Personne n'est venu. La femme qui est finalement venue me chercher m'a dit « Tu es une Moreau maintenant, tu ne manqueras plus jamais de rien. » Elle rit amèrement. Mais je voulais quelque chose. Je voulais que la lumière reste allumée. Je voulais que quelqu'un se souvienne de mon anniversaire. Je voulais un peigne qui ne sentait pas l'eau de Javel. Elle fit une pause, puis le regarda. Elle le regarda vraiment. Je ne déteste pas les enfants, Julien. J'ai juste oublié comment être une. En bas, dans le salon, Lina s'agita. Julien se précipita, mais elle ne faisait que murmurer dans son sommeil, sa petite main cherchant quelque chose d'invisible. Claire s'agenouilla à côté du canapé et écarta les cheveux du front de la fillette. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai fait ça, » murmura-t-elle. « Fais ce que Julien m'avait demandé. Toucher quelqu'un sans avoir peur de le briser. » Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait la maison comme un pardon. Claire prépara du café, pas du café français importé, juste une simple cafetière. Elle ajouta 2 sucres, sans crème, et le tendit à Julien sans un mot. Il prit une gorgée et cligna des yeux. « Tu fais un super café ?» Elle sourit. « J'ai cherché sur Google comment faire du café quand quelqu'un a l'air de ne pas avoir dormi depuis des années. C'est ce qui est apparu. » Leur rire se mêlait au doux babillage d'Héloïse dans son berceau. Pendant un instant, tout semblait facile. Plus tard dans l'après-midi, Claire a conduit Julien dans le bureau. Sur le bureau, il y avait une pile de dossiers, un bloc-notes et sa vieille machine à écrire, poussiéreuse mais intacte. Elle lui a tendu une série de documents imprimés. Qu'est-ce que c'est ? Une garde temporaire d'urgence pour Mathéo et Héloïse. J'ai parlé à notre équipe juridique ce matin. Julien se figea. Tu n'avais pas à faire ça, je sais. C'est justement pour ça que c'est important que je l'ai fait. Il passa ses doigts sur les papiers. Et ça ? demanda-t-il en prenant une deuxième pile de documents. Un contrat de soins de longue durée pour ta mère, dans le meilleur établissement privé de l'État. Elle y sera en sécurité. Julien la regarda avec des yeux ronds. Pourquoi tu fais tout ça ? Claire s'assit sur le bord du bureau. Parce que j'ai passé toute ma vie à construire des murs pour éloigner les gens. Tu es le premier à ne pas avoir frappé. Tu es juste entré avec des enfants et une cuillère. Il rit, surpris. Tu te souviens de la cuillère ? Difficile à oublier quand ton équipe de sécurité t'envoie un rapport intitulé « Père célibataire vu en train de mélanger du lait en poudre à 2h47 du matin ». Ils rirent à nouveau. Puis la voix de Claire s'adoucit, et aussi parce que je pense que nous sommes pareils. Comment ça se fait que tu gardes la lumière allumée même quand personne ne regarde ? Avant qu'il ne quitte le bureau, elle l'arrêta. Attends. Elle ouvrit le tiroir du bas de son bureau et en sortit une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvait un peigne, vieux, décoloré, sculpté à la main. « Il appartenait à ma mère biologique, dit-elle. La seule chose que j'ai gardée après mon déménagement. » Elle l'a tenu dans ses mains pendant un long moment, puis le lui a tendu. « Pour Lina, ou peut-être pour toi. Si jamais tu as envie d'oublier tout ça, un soir. » Julien a secoué doucement la tête, le repoussant vers elle. « Tu devrais le garder. » Claire l'a regardé dans les yeux. « Je l'ai gardé pendant des années, en espérant qu'il me rappellerait qui j'étais. » Elle s'est approchée. « Mais toi et ces enfants, vous m'avez rappelé qui je pouvais encore devenir. » Ce soir-là, avant de se coucher, Lina s'assit à l'îlot de la cuisine et dessina avec des crayons de couleur. Elle brandit un dessin.
Il représentait les quatre, Claire, Julien, Lina et jumeaux, debout sous une maison dont toutes les fenêtres étaient éclairées d'une douce lumière jaune. Claire prit le dessin dans ses mains. Au bas de la page, Lina avait écrit au crayon de couleur. « C'est une maison qui respire. » Claire a regardé Julien. Sa voix était calme. « C'est toi qui lui as appris ça ?» Julien a souri. « Non, je pense qu'elle l'a appris toute seule. » Claire a accroché le dessin au frigo avec 2 aimants, puis a tendu la main vers l'interrupteur du couloir. Elle a éteint la lumière de la cuisine, puis l'a rallumée et a murmuré « Laisse-la allumer cette nuit ». Le premier coup de tonnerre a retenti juste après le coucher du soleil. Pas fort, juste un grondement sourd comme si la terre se raclait la gorge, mais ça a suffi pour que Lina lève les yeux de son livre de coloriage et se rapproche un peu de la cheminée. Le courant avait été coupé une demi-heure plus tôt. Le vent s'était levé. La pluie tapait contre les fenêtres comme des doigts demandant à entrer. À l'intérieur du manoir, les murs semblaient plus proches, le silence plus profond. Julien s'est agenouillé près de l'âtre, empilant soigneusement du petit bois et du bois sec. Il alluma une allumette, protégeant la flamme du courant d'air, et attisa le feu. Derrière lui, Claire se tenait debout, tenant une pile de couvertures pliées. Ses cheveux étaient détachés autour de son visage, sans maquillage, sans téléphone à la main. Juste elle, sans filtre. Elle posa les couvertures sur le tapis épais et dit doucement « On pourrait penser qu'une maison aussi chère serait équipée de générateurs de secours. » Julien eut un petit rire. Parfois, même les palais doivent revenir à l'essentiel. Le feu prit. La chaleur commença à se répandre dans la pièce, orange et vacillante. Claire s'assit lentement sur le tapis, presque maladroitement, comme quelqu'un qui apprend à s'asseoir pour la première fois sans se soucier des plis ou de la posture. Lina se glissa sur ses genoux, serrant dans ses bras sa peluche préférée, un hibou. Ses cheveux étaient légèrement humides après son bain. Elle leva les yeux vers Claire, les paupières lourdes. « Je peux ?» murmura la petite fille, mi-demande, mi-espoir. Claire ne répondit pas. Elle se contenta de les envelopper toutes les deux plus étroitement dans la couverture et posa doucement son menton sur la tête de Lina. De l'autre côté du feu, Julien avait Héloïse blottie dans le creux de son bras et Mathéo endormi sur sa poitrine. Leur respiration montait et descendait comme de petites vagues. Les seuls bruits étaient le doux crépitement du bois, le sifflement occasionnel du vent et le rythme régulier des battements de cœur partagés sous les couvertures et la peau. Pas d'email, pas d'horaire, pas de statut, juste la vie. La vraie vie, sans filtre. « Tu sais quoi ?» dit Claire après un long silence. « Quand j'ai emménagé dans cette maison, je ne me suis jamais assise par terre. » Julien haussa un sourcil. « J'ai fait fabriquer des meubles sur mesure pour ne pas avoir envie de me prélasser, comme si le confort rendait quelqu'un moins compétent. » Elle se déplaça légèrement pour ajuster le poids de Lina. « Et maintenant, ce sol est le seul endroit qui me semble réel. » Il sourit. Les sols ont souvent cet effet. Aucune pression pour performer. Claire regarda les flammes, ses yeux reflétant leur lueur. Je pensais que la chaleur venait du contrôle, du bon thermostat, des bonnes personnes, de la bonne distance. Elle tourna son regard vers lui. Mais peut-être que la chaleur vient de la présence, du lâcher-prise. La tempête hurlait plus fort. Le vent secouait le vieux chêne à l'extérieur comme s'il voulait entrer. Mathéo remua. Julien murmura une berceuse mélodieuse dans le même espagnol que sa sœur avait l'habitude de chanter. Claire l'observa. « Tu chantes comme quelqu'un qui a enfoui beaucoup de douleur. » Il acquiesça, sans rompre le rythme. « C'est vrai. » Elle baissa les yeux vers Lina, maintenant profondément endormie sur ses genoux. « Moi aussi, je l'ai enfouie, dit-elle. Mais je n'ai pas chanté. Je l'ai réduite au silence. » Le feu brûlait régulièrement. Claire se pencha et attrapa un oreiller sur le canapé voisin, le plaça sous la tête de Lina et se glissa doucement hors de ses bras. Elle traversa le tapis et s'assit à côté de Julien, assez près pour sentir la chaleur de son épaule. Sans le toucher, pas encore, mais près de lui. « Je n'ai jamais eu de frères et sœurs, » dit-elle doucement. « Moi non plus, jusqu'à ce que ma sœur ait ses bébés. Puis, tout à coup, j'ai eu plus de famille que je ne savais quoi en faire. » Et ici, il sourit devant cette ironie. Claire regarda Jumeau endormi. « Ils te font confiance, » dit-elle. « Ils ne savent pas mieux, » répondit-il en riant. « Non, » dit-elle en se tournant vers lui. « Ils savent très bien. Les enfants savent. Ils savent qui les nourrira sans compter, qui les portera sans se plaindre, qui s'assiera sur un banc froid à 2 heures du matin juste pour les protéger. » Il la regarda, la gorge serrée. « Tu n'as jamais été juste un concierge, » murmura-t-elle.
tu as toujours été un refuge. Ils restèrent assis en silence. Dehors, la pluie s'était calmée. À l'intérieur, le feu s'était transformé en braise douce, battant au rythme du silence. Claire se pencha en arrière, les mains derrière la tête, et expira profondément. « Tu sais, dit-elle après un moment, ce qui me manque le plus dans le fait de ne pas avoir de mère. » Il secoua la tête. « Personne ne m'a jamais dit avec gentillesse que mes cheveux étaient en bataille. » Julien ne dit rien. Il fouilla dans sa poche arrière et en sortit quelque chose enveloppé dans un tissu. Il le déballait lentement. Le vieux peigne en bois. Il le lui tendit. « J'allais le donner à Lina, mais c'était peut-être pour toi. » Claire le regardait comme s'il s'agissait d'une relique d'une autre vie. Ses doigts effleurèrent le bois usé. Il était léger, mais il portait le poids des souvenirs. Elle le regarda. « Je te le rendrai, dit-elle d'une voix brisée, quand j'aurai appris à m'en servir. Tu n'es pas obligé. »« J'en ai envie, » répondit Julien en ajustant la position des jumelles, posant délicatement leur petit corps dans le berceau de fortune formé par 2 coussins. Claire se blottit contre Lina cette fois-ci, sans s'asseoir avec raideur, mais en étant pleinement présente. Elle posa sa tête contre l'épaule de la jeune fille, leur respiration s'accordant comme de vieilles chansons. Et alors que la dernière flamme vacillait dans la cheminée, Claire dit quelque chose si doucement que ça se perdit presque dans la nuit. « Tu avais raison. » Julien leva les yeux de la dernière couverture qu'il était en train d'étaler et la regarda sourire. Une cuisine n'est chaleureuse que lorsque quelqu'un à l'intérieur respire pour quelqu'un d'autre. Julien ne répondit pas. Il se contenta d'acquiescer et éteignit la lampe torche qu'il avait posée près de la cheminée. La pièce s'assombrit, mais la chaleur resta palpable. La salle de bal du conservatoire Moreau n'avait pas semblé aussi vivante depuis des années. Fini les cordes de velours et les flûtes en cristal réservées à la haute société. Ce soir-là, les lustres scintillaient comme des constellations chaleureuses au-dessus d'une foule qui n'était pas venue pour le prestige, mais pour quelque chose de bien plus rare. L'espoir, les mères célibataires, les adolescents placés en famille d'accueil, les travailleurs sociaux, les gardiens, les bénévoles, les courageux discrets et les souvent oubliés se tenaient côte à côte dans une pièce qui, pour la première fois, leur semblait appartenir. Julien se tenait près du mur du fond, la petite main de Lina serrée dans la sienne. Elle portait une robe jaune pâle que Claire avait choisie, avec un petit papillon en papier épinglé à ses boucles. De l'autre côté, Mathéo et Héloïse dormaient paisiblement dans les bras de 2 membres de l'équipe soignante. Personne ne portait de smoking. Personne n'était obligé de le faire. Il n'était pas censé être vu ce soir-là. C'était l'accord. Mais Lina tira sur sa manche et murmura « Papa, tu te souviens de ce que tu as dit ? La lumière est faite pour être partagée. » Julien rit doucement. « Oui, j'ai dit ça. » La musique s'est estompée. La salle s'est tue, puis Claire est montée sur scène. Elle ne portait pas de robe de couture, juste une simple robe bleu marine et des chaussures plates, les cheveux tirés en arrière. Dans ses mains, elle tenait quelque chose d'inattendu, un dessin au crayon d'enfant soigneusement encadré et posé contre sa poitrine. La salle s'est tue, non pas parce qu'elle avait l'air puissante, mais parce qu'elle avait l'air authentique. Claire s'est arrêtée devant le micro, puis elle a commencé. Un jour, il n'y a pas longtemps, une petite fille m'a posé une question. Elle m'a regardé depuis son pull taché de soupe et m'a dit « Est-ce que les maisons ne fonctionnent que si quelqu'un t'aime à l'intérieur ?» Elle a brandi le dessin. Les premiers bonhommes allumettes de Lina sous une maison lumineuse, des étoiles jaillissant de la cheminée comme des feux d'artifice silencieux. L'image a été projetée sur le mur derrière elle. La foule s'est agitée. Quelques mains ont discrètement cherché des mouchoirs. À 5 ans, Claire a continué à parler, calme, mais avec une voix tremblante. J'ai attendu 3 jours dans un refuge public. Je pensais que quelqu'un viendrait, mais personne n'est venu. Alors j'ai arrêté de demander. J'ai arrêté d'avoir besoin. Et finalement, j'ai construit des murs au lieu de maisons. Un empire d'1 milliard de dollars, mais sans porte. Elle a dégluti. Puis un jour, quelqu'un a quand même frappé à la porte avec un balai, un rire, un dessin sur papier. Elle a regardé Julien au fond de la salle. Il ne portait pas de costume. Il n'avait pas de CV, mais il avait quelque chose que personne d'autre ne pouvait plus voir. De la lumière, celle qu'on n'achète pas, celle qui attend dans les gens qu'on ignore. Elle s'est retournée vers la foule. Ce n'est pas juste un lancement, c'est un retour à ce qui compte vraiment. Derrière elle, une bannière est tombée doucement du plafond. En lin gris clair, avec des bords cousus à la main, elle portait en lettres blanches l'inscription « Fondation 17 Lumière for the ones still waiting to be seen ». Fondation 17 Lumière pour ceux qui attendent encore d'être vus. Des murmures parcoururent l'auditoire, certains admiratifs,
d'autres compréhensifs. Claire désigna la fresque représentant le dessin de Lina, désormais exposée à côté de la banderole. « Voilà, dit-elle, à quoi ressemble un foyer. Et cette fondation, elle n'est pas à moi. Elle appartient à tous les enfants à qui on a dit qu'il était trop tard, à tous les ados qui n'ont jamais figuré dans la brochure, à tous les adultes assez courageux pour recommencer à zéro. » Elle fit une pause, laissant le silence s'installer. Puis elle se tourna vers les coulisses de la scène et dit « Oh, rien de tout cela n'existerait sans quelqu'un qui n'aime pas les micros, mais qui est toujours là. » Un projecteur se déplaça. Il se posa sur Julien. Au début, il ne bougea pas, mais Lina lui donna un petit coup de coude. « Vas-y, papa », lui a-t-elle chuchoté. Julien a cligné des yeux, a dégluti, puis s'est levé. Il a porté Lina dans ses bras en montant sur scène. Claire la rejoint à mi-chemin. Pas de discours, pas d'applaudissements, juste une présence. Elle lui a tendu la main, il l'a prise, et ensemble, ils se sont tenus sous une douce cascade de lanternes flottantes qui descendaient maintenant du plafond, 17 au total, une pour chaque enfant qui avait été rejeté du système d'accueil ce mois-là, une pour chaque promesse que cette fois-ci, quelqu'un les verrait. Les applaudissements commencèrent doucement, puis s'amplifièrent. Pas sauvages, pas théâtraux, humains. Julien ne dit rien. Il laissa simplement Lina lever la main et faire un signe, lent, petit, régulier. Le genre de signe qui signifie « tu es en sécurité ici ». Claire se pencha et murmura quelque chose que lui seul pouvait entendre. « Tu n'as pas seulement apporté la lumière, Julien. Tu m'as rappelé que j'avais toujours la mienne. » Il hocha une fois la tête. Un merci silencieux, une promesse tenue. Plus tard dans la soirée, alors que l'événement touchait à sa fin et que les assiettes étaient débarrassées, Claire se tenait près de la fresque avec une journaliste qui traînait dans les parages, Mademoiselle Moreau, qui lui demanda gentiment « Vous avez financé des hôpitaux, des logements et même des lois. Pourquoi ça? Pourquoi maintenant ?» Claire jeta un coup d'œil à la lanterne lumineuse qui flottait toujours comme une luciole, puis baissa les yeux vers le petit dessin encadré qu'elle tenait encore dans ses mains. « Parce qu'une petite fille pensait qu'une maison ne fonctionnait que si quelqu'un vous aimait à l'intérieur, » dit-elle doucement. Et elle avait raison. La journaliste baissa son stylo. Il n'y avait plus rien à demander. De l'autre côté de la salle de bal, Julien ramassait tranquillement les verres vides d'une table que personne n'avait touchée depuis des heures. Aucun projecteur ne le suivait, aucune caméra ne s'attardait sur lui. Mais alors qu'il tendait la main vers le dernier verre, une petite main effleura la sienne. Une jeune fille, pas plus âgée que Lina, le regardait en silence. Elle portait des appareils auditifs et une robe de taille trop grande. Dans son autre main, elle tenait l'un des bracelets lumineux de la soirée. Elle le leva vers lui. Ses doigts s'agitèrent pour former des signes. « Merci ». Julien ne dit rien. Il se contenta de sourire, s'inclina légèrement et glissa le bracelet autour de son poignet. Une lumière partagée. Le genre de lumière qui ne s'éteint pas, mais qui ne fait que grandir. Le soleil de fin d'automne déversait sa lumière dorée à travers les fenêtres de la cuisine, enveloppant la pièce d'une douce chaleur apaisante. Les comptoirs étaient encombrés, non pas de tâches ménagères, mais de décorations de fête. Des rubans pendaient des poignées des placards. Quelques ballons bancals se balançaient au rythme des rires et de l'odeur de vanille et de cannelle. Et un parfum vaguement chocolaté emplissait l'air comme une vieille berceuse. C'était l'anniversaire de Lina, son premier vrai anniversaire. Elle se tenait au centre de la pièce, coiffée d'une couronne d'étoiles en papier pliées à la main, les joues rougies par l'excitation. Devant elle se trouvait un gâteau imposant, à 3 étages, recouvert d'un glaçage bleu pâle et entouré de minuscules tournesols en sucre. C'était comme si quelqu'un avait cuit un rêve. Julien se pencha à côté d'elle et alluma une allumette pour allumer la bougie en forme de 8. « T'es prête, ma petite puce ?» demanda-t-il, la voix pleine d'une fierté tranquille. Lina acquiesça d'un signe de tête, balayant la pièce du regard. Lily se tenait à proximité, tenant soigneusement une carte faite main à 2 mains. Emmett, comme on pouvait s'y attendre, était déjà en train de plonger un doigt dans le gâteau, et le petit Jonah, le nouveau membre de la famille, était confortablement installé dans les bras de Claire, gazouillant autour de sa tétine. Après des mois de paperasse et de berceuses chuchotées, il était enfin à la maison. Claire s'attarda un instant sur le seuil, observant la scène. Elle portait un simple jean et un pull doux couleur avoine, ses cheveux attachés en une queue de cheval basse. Dans un bras, elle tenait Jonah. Dans l'autre, elle portait 2 choses, une petite boîte à gâteaux surmontée d'un seul tournesol et un objet en bois délicatement enveloppé dans un torchon. Elle traversa lentement la pièce, le parquet craquant sous ses pas.
non pas à cause de son état, mais parce qu'il lui était familier. « J'apporte des cadeaux imparfaits, dit-elle avec un petit sourire. Le gâteau d'abord. » Elle posa le petit gâteau à côté du grand. Il est un peu bancal. Il s'avère que les préparations en boîte ne sont pas aussi infaillibles qu'on le dit. Lina gloussa. « Et ensuite, continua Claire en déballant le torchon, je crois que ceci t'appartient. » À l'intérieur se trouvait la petite cuillère en bois que Lina emportait partout avec elle, dont la surface était usée et lisse, dont la forme était un peu asymétrique mais reconnaissable entre toutes. Je l'ai trouvée dans le tiroir de mon bureau le jour où j'ai signé les derniers papiers d'adoption de Jonah, a-t-elle ajouté doucement. J'ai pensé que c'était le bon jour pour la ramener à la maison. Lina a fixé la cuillère, les mains légèrement tremblantes. Je pensais qu'elle était perdue. Claire s'agenouilla pour être à la hauteur de ses yeux. Moi aussi. Mais parfois, les choses que nous croyons perdues attendent simplement le bon moment pour être retrouvées. Un silence s'installa dans la pièce. Même Emmett interrompit son vol de glaçage. Lina regarda la cuillère, puis Jonah, puis à nouveau Claire. Elle s'avança et plaça la cuillère dans la main libre de Claire, puis se pencha si près que Claire pouvait sentir son souffle. « Tu sais quelque chose ?» murmura Lina. « Je n'ai plus appelé personne « maman » depuis que ma vraie mère est morte. » Les yeux de Claire se remplirent instantanément de larmes. Elle essaya de les retenir en clignant des paupières. « Mais si je devais choisir ?» Lina hésita, la voix tremblante. « Je pense que je te choisirais. » Les genoux de Claire se dérobèrent. Elle s'effondra sur le sol, posa Jonah à côté d'elle et serra Lina dans une étreinte violente et tremblante. Le souffle coupé, elle murmura en retour. « Tu n'as pas à le dire si tu ne le penses pas. Mais si un jour tu le dis, je ferai de mon mieux pour le mériter. Toujours. » Lina s'écarta juste assez pour toucher la joue de Claire du bout des doigts. « Tu le mérites déjà. » Lily s'avança sur la pointe des pieds et posa sa carte sur la table. « C'est pour nous tous, » dit-elle en hochant fièrement la tête. « Ça veut dire « bienvenue à la maison » en langue des signes. » Jonah applaudit. Emmett s'étala du glaçage sur le nez. Le silence se transforma en un éclat de rire contagieux, le genre de rire qui fait trembler la maison et la selle dans son ensemble. Claire regarda Julien. Il se séchait les mains dans l'évier, le visage impénétrable et pourtant complètement ouvert. « Ça va ?» articula-t-il silencieusement. Elle posa une main sur son cœur. « Maintenant ? Oui !» Elle resta immobile, tenant la main de Lina, et se dirigea vers le comptoir à côté de lui. « Tu es sûre d'être prête pour ça ?» murmura-t-il avec un sourire en coin. Claire se tourna vers le chaos qui se déroulait derrière elle. Le gâteau, le glaçage, les serviettes éparpillées, les cris de joie, et sourit comme quelqu'un qui avait enfin trouvé sa place dans la bonne histoire. « J'ai été formée pour les salles de réunion, dit-elle, mais je suis faite pour ça. » Dans un coin, Lina commença à couper la première part de son gâteau, pas pour elle, pour Claire. Elle la porta avec précaution sur une assiette en carton, une fourchette en plastique collée comme un ruban sur le bord. Claire la reçut avec révérence, comme une couronne posée délicatement sur sa tête. « Joyeux anniversaire à nous », murmura Lina. Puis, juste au moment où le soleil disparaissait derrière les arbres, une brise souffla à travers la fenêtre de la cuisine. Elle agita les banderoles dessinées à la main et fit flotter dans l'air un parfum de cannelle, comme une bénédiction. Au-dessus de la table, un nouveau dessin était encadré. La main de Lina était indéniable. Il représentait 6 personnages schématiques debout sous une maison aux fenêtres illuminées. Chacun tenait une petite lumière dans ses mains. Au crayon, de manière inégale mais audacieuse, on pouvait lire « Voilà à quoi ressemble une maison ». Julien leva les yeux, son épaule effleurant celle de Claire. « Ça a l'air correct », dit-il. Claire posa sa tête sur son épaule, sa main cherchant instinctivement la sienne. « Ça me semble correct aussi. » Et alors que la caméra invisible de ton cœur recule lentement, elle ne se concentre pas sur le gâteau, les rires ou la lumière dorée. Elle se concentre sur ce qui reste quand tous les faux semblants s'arrêtent. Une cuisine pleine de chaleur, une fille qui a osé croire à nouveau, une femme qui a choisi de rester, un père qui n'a jamais lâché prise, et un foyer qui n'a pas été acheté ni construit, mais qui s'est développé doucement et magnifiquement. Parce que parfois, la guérison ne vient pas avec des déclarations bruyantes. Elle vient avec des étoiles en papier, des cuillères en bois, et la première fois qu'un enfant dit « maman » à nouveau. Et peut-être que ça suffit, peut-être que c'est tout, et peut-être que c'est ça, la vraie guérison. Pas un geste grandiose, pas un plan parfait, mais une cuisine tranquille, une part de gâteau et le moment où un enfant ose à nouveau appeler quelqu'un « maman ». Si cette histoire t'a touché, dis-nous d'où tu la regardes et souviens-toi. Parfois,
La lumière que tu partages devient le chemin qui ramène quelqu'un d'autre à la maison.